Salut la bleusaille. Pas plus tard que ce matin, je rencontrais Bernard en me rendant au bureau à pied. Nous décidâmes donc de faire le reste du chemin ensemble. Arrivé au pied de l'immeuble, nous vîmes monsieur Trinchon qui habitait sur le même palier, qui revenait des courses et traînait laborieusement son cabas derrière lui. Oui, il faut dire que du haut de ses 78 ans, ce n'est plus un pied qu'il avait dans la tombe, mais plutôt les deux, voire une bonne partie du bassin. Celui-ci fit tomber une boîte de foie de morue sur le sol, et comme il semblait ne pas s'en être aperçu, Bernard l'apostropha et se précipita vers lui pour l'aider à la ramasser. Le temps que celui-ci ne parcourt en soufflant comme un bœuf la vingtaine de mètres qui les séparait, je vis monsieur Trinchon stopper sa marche, lever difficilement sa tête vers celui qui semblait se débattre avec son propre corps, écarquiller les yeux, sans trop comprendre ce qu'on lui voulait, et moins d'une seconde plus tard, un pot de fleurs s'écrasait sur sa tête, le tuant sur le champ. Bien entendu, après ça, nous dûmes passer une bonne partie de la matinée à raconter ce qui s'était passé aux pompiers, à la police, bref, une bonne journée de merde. Surtout qu'il fallut composer avec un Bernard morose dont l'humeur m'échappait totalement. Personnellement, j'étais bien content que le pot se soit écrasé sur la tête du vieux et pas sur la sienne. Mine de rien, je m'y suis habitué à cette vieille bourrique. Je l'exhortais donc à me révéler la raison de son humeur maussade et découvrait un peu incrédule que celui-ci se sentait responsable. Il me tint un discours totalement incohérent, comme quoi s'il ne l'avait pas appelé monsieur Trinchon serait encore en vie, etc., etc. Je le stoppais net dans son élan en lui mettant une grande claque sur le museau. Je n'arrivais pas à y croire, il se pensait responsable. Puis je me rappelais la vanité des êtres humains et leur incroyable capacité à fourrer leur gros nombril au centre de tous les maux de l'univers. Pour être responsable de quoi que ce soit, il faudrait déjà considérer que vous soyez libre de faire vos propres choix. Je pense qu'il est donc temps de rétablir quelques vérités avant que nous ne continuions ensemble sur cette chaîne. Je vais immédiatement vous poser une question simple. Croyez-vous au libre arbitre? Vous avez deux choix possibles, oui ou non. Il n'y a pas de je sais pas, peut-être, ma maman m'a dit de pas répondre aux inconnus. Non, répondez juste sincèrement, croyez-vous réellement au libre arbitre? Contrairement à d'habitude, cette émission se découpera en 3 parties, et celle-ci est la première. À la fin de cet épisode, je vous reposerai une nouvelle fois la question, puis je vous la poserai une 3e fois à la fin du 2e épisode, et enfin je vous la poserai une 4e et dernière fois à la fin du 3e. Ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage de spectateurs qui, à la toute fin, feront montre d'une extrême mauvaise foi en affirmant toujours qu'ils sont persuadés que le libre arbitre existe bel et bien. Vous l'aurez déjà compris, mais nous allons ensemble démonter cette idée bien humaine que vos décisions vous appartiennent. Ça risque d'être assez violent pour certains, et croyez-moi, vous risquez de ne pas en sortir indemne, donc soyez avertis. Pour commencer, il va falloir que vous preniez conscience d'une chose essentielle, le temps n'existe pas. Qu'est-ce que le temps ? Quand on y réfléchit, il n'y a que très peu de concepts qui paraissent si évidents et pourtant si difficiles à définir. Le temps, c'est cette impression que le présent fuit continuellement, qu'il prend sa source dans un futur hypothétique puis se perd loin derrière nous dans un passé insondable. Le temps, c'est l'aiguille de votre montre qui s'obstine à tourner continuellement avec cette inéluctable régularité. Mais c'est également Galilée au XVIe siècle, le visage levé au cœur de l'église de Pise, observant le balancement d'un chandelier suspendu et constatant que ce dernier suivait les battements de son propre cœur. C'est ce même homme décrétant que c'était une bonne façon de mesurer cet écoulement, donnant naissance aux horloges mécaniques à pendule, horloges servant à leur tour à mesurer le pouls des hommes. Et avec ce paradoxe, je pense que vous devriez déjà saisir qu'on ne mesure pas le temps. Le temps en soi, ça ne veut rien dire. Ce qu'on s'efforce maladroitement de faire, c'est de mesurer une variable par rapport à une autre. Et ça, c'est que le début de nos emmerdes. Par un curieux hasard, l'année où Galilée mourait, un autre grand homme naissait, Isaac Newton. Celui-là même qui théorisa dans ses Principia Mathematica en 1687 la notion de temps absolu. Pour ce dernier, le temps est immuable, il existe une sorte de grande horloge universelle bien régulière, et chaque chose, quelle que soit sa place dans l'univers, y est soumise, indépendamment de tout autre facteur physique. En gros, c'est de cette façon que 99% de la population de cette planète, sûrement vous y compris, perçoit le temps. Sauf que, mauvaise nouvelle pour vous, c'est des grosses conneries. Et ça, on le sait depuis 1905, soit depuis la théorie de la relativité restreinte énoncée par Einstein. En fait, cette définition du temps absolu, qui est la même pour tous, a été utilisée sans aucun problème durant plus de 2 siècles, car en physique, tant qu'on travaille avec des masses et des vitesses peu importantes, celle-ci tient parfaitement la route et se montre plutôt exacte. Sauf qu'à la fin du 19e siècle, on se rend compte d'un truc assez étrange, et pour bien comprendre, on va schématiser un peu.
Imaginons que je sois dans une navette spatiale lancée à 50 000 km/s et que vous soyez en train de vous balader dans l'espace. Ne me demandez pas pourquoi, c'est vous qui vous baladez, pas moi. Si je lance une balle devant moi à une vitesse de 100 km/s, je la vois bien partir à 100 km/s devant moi, car mon référentiel, c'est la navette. Mais vous qui êtes à l'extérieur, vous allez la voir passer à 50 100 km/s, soit la vitesse cumulée de la navette et de la balle. Bon, jusque-là vous devriez trouver ça plutôt logique, c'est super intuitif et vous l'auriez deviné tout seul. Sauf que si maintenant je lance cette balle à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire plus ou moins 300 000 km/s, vous verrez celle-ci passer à 300 000 km/s, et non pas 350 000 km/s comme supposé. En fait, vous verrez passer la balle à la même vitesse, quelle que soit celle de la navette. Et ça va foutre le bordel dans le cerveau de tout le monde, parce qu'on va s'apercevoir qu'à partir de certaines vitesses, par exemple les longueurs, changent selon le référentiel. Si je passe à côté de vous, à plus ou moins 150 000 km/s, vous verrez mon vaisseau mesurer moins de 40 mètres, alors que pour moi, il en fait 50. C'est ce qu'on appelle la contraction des longueurs. Mais là où le mindfuck devient total, c'est qu'il en va de même pour le temps. En effet, les ouvrages d'Einstein sur la relativité énoncent que le temps est relatif, en ce sens qu'il est mesuré différemment par des observateurs en mouvement les uns par rapport aux autres, ou se situant dans des régions de l'univers où la concentration de masse est différente. C'est ainsi que naîtra une toute nouvelle notion, l'espace-temps, réunifiant les deux notions dans un même référentiel en 4 dimensions. Alors évidemment, quand Einstein sort ça, c'est une véritable bombe dans le milieu scientifique. Le 31 mars 1922, quand il débute une série de conférences à Paris, tous les journaux s'emballent et titrent « Le temps n'existe pas »,« Le temps n'est plus », etc. Et ils ne se doutaient pas à quel point ils avaient déjà raison de faire du putaclic à cette époque. Car pour prouver cette théorie, en 1971, Joseph Eiffel et Richard Keating placent 2 horloges atomiques dans 2 avions à réaction différents, c'est-à-dire des horloges dont le temps est mesuré grâce aux vibrations d'un atome de césium. C'est juste le truc le plus précis qui existe encore à l'heure actuelle. Et chacun fera 2 fois le tour du monde, l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest. Et en vérifiant à l'arrivée, boum, la nouvelle tombe. Les deux sont bien désynchronisés, vérifiant la théorie d'Einstein et prouvant au monde entier que le temps est passé différemment pour l'un et pour l'autre. Alors évidemment, toutes deux soumises à la même masse, celle de la Terre et allant à faible vitesse, l'écart entre les deux est très très petit. Mais ce n'est désormais plus sujet à débat, c'est prouvé et vérifié, pour 2 observateurs en mouvement, le temps passe différemment. Le temps est relatif. En fait, la meilleure façon de se représenter la relation entre le mouvement et le temps, c'est de se dire que plus on a de l'un et moins on a de l'autre. Un peu comme si l'espace et le temps étaient un même sablier et que chaque ampoule était l'une de ses composantes. Chaque fois qu'on le retourne, l'une des deux se remplit, tandis que l'autre se vide. Pour illustrer ce phénomène, on utilise souvent l'exemple du paradoxe des jumeaux. Prenons 2 jumeaux. L'un reste sur Terre tandis que l'autre part en navette spatiale à une vitesse proche de celle de la lumière. Puis, au bout d'un moment, la navette fait demi-tour et revient sur Terre. Quand les 2 jumeaux se retrouvent, alors celui qui est resté sur Terre est plus vieux. Alors attention, le temps passe exactement de la même façon pour les 2 jumeaux. En tout cas selon leur propre point de vue. Et oui, je sais que c'est complètement contre-intuitif, mais c'est une réalité physique. Prenons un repère XY, temps-distance. Le premier frère n'a pas bougé puisqu'il est resté sur Terre, en tout cas pas au point d'avoir une incidence sur le résultat. Il s'est seulement déplacé de manière constante dans le temps, on obtient donc une belle ligne droite. Le second par contre s'est dans un premier temps éloigné de la Terre, puis il a fait demi-tour et est revenu. Nous obtenons donc cette fois-ci un angle. Au final, à l'arrivée, les 2 frères se retrouvent bien dans un même espace-temps, seulement si on regarde la quantité de mouvement, ce qui a été parcouru par le second jumeau est plus important que par le premier pour revenir au même point. Et plus on a de mouvement, moins on a de temps. Quand ils se retrouvent, les jumeaux n'ont donc plus le même âge, le second est plus jeune. Encore une fois, je sais que pour vous c'est un enfer à comprendre parce que ça va complètement à l'inverse de tout ce que vous pouvez constater à chaque instant de votre vie. Mais dites-vous que c'est simplement qu'à votre échelle, la différence est si minime qu'en fait elle ne se remarque pas. Mais accrochez-vous à votre slip parce que croyez-moi, c'est pas le plus gros morceau que vous allez devoir avaler. Là où ça devient vraiment dérangeant, c'est qu'absolument tout aujourd'hui tend à prouver que le temps n'existe pas. Ah oui, non mais je vous l'ai dit, vous allez prendre super cher. Que ce soit d'un point de vue physique ou mathématique, ce n'est pas seulement qu'on peut faire abstraction du temps sans que ça ne change quoi que ce soit à n'importe quelle théorie. C'est carrément que parfois cette donnée vient carrément foutre le bordel et qu'en l'excluant de l'équation, d'un coup tout remarche.
En fait, dites-vous qu'à l'heure où je vous parle, l'écrasante majorité de la communauté scientifique s'accorde à dire que le temps n'est qu'une illusion que crée notre cerveau pour tenter de comprendre la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Si on devait se représenter le temps de la manière la plus exacte possible, scientifiquement parlant, il faudrait le voir comme un immense paquet de cartes. Nous verrions des tranches d'instants défiler, un peu comme des images défilent, pour nous donner l'impression de regarder un film. Sauf que toutes ces images existent en même temps. Et oui, vous avez bien compris. Même si votre cerveau vous oblige à les contempler les unes à la suite des autres pour vous donner une impression de continuité, toutes les cartes qui composent le temps sont là depuis que la réalité existe. En fait, il est encore extrêmement difficile pour la communauté scientifique de comprendre ce qu'on nomme la flèche du temps, d'expliquer cette impression d'écoulement perpétuel. Mais aujourd'hui, la théorie la plus sérieuse émet l'hypothèse que ce serait à cause de la deuxième loi de la thermodynamique qui voudrait que l'univers tend à se désordonner, ce que l'on nomme l'entropie. C'est un peu comme balancer une goutte d'encre dans un verre d'eau. Les particules vont se désordonner et il sera impossible ensuite de les réassembler de nouveau. Eh bien, ce passage de l'ordre au désordre donnerait à travers les fonctions cérébrales et neurologiques la mémoire, et donc cette impression que le temps s'écoule. Mais là où ça devient réellement très intéressant, c'est quand à partir de ce concept, on applique la théorie de la relativité avec de très grandes valeurs. Comme nous le savons, le temps est relatif, il dépend du mouvement et de la masse, et il n'est ni constitué d'un passé, d'un présent et d'un futur encore non existant, mais plutôt d'une infinité de présents coexistants. Très bien, alors disons maintenant que vous êtes sur Terre et moi je suis à l'autre bout de l'univers. Si j'ai un immense télescope et que nous sommes immobiles, le maintenant que je verrai pour vous sera le même que pour moi. Maintenant, si je me déplace à très grande vitesse dans la direction inverse à la vôtre et que je regarde dans votre direction, alors le maintenant que j'observerai pour vous sera votre passé par rapport à moi. L'incidence au départ faible va croître avec la distance et l'écart entre les deux pourrait théoriquement être de plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Mais l'inverse est également vrai. Si maintenant je me déplace dans votre direction, l'inflexion de la courbe temporelle sera inversée et le maintenant que j'observerai pour vous sera votre futur. En fait, il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, absolument tout tend à prouver une idée particulièrement dérangeante pour beaucoup. Si tous les moments qui composent notre temps sont coexistants et qu'il est théoriquement possible de regarder vers le futur, alors c'est que ce dernier est déjà écrit. Ce qu'il est intéressant de se demander, c'est si demain toutes ces théories extrêmement sérieuses étaient réellement prouvées, qu'adviendrait-il de votre humanité ? Une grande partie de vos codes moraux repose sur ce que l'on nomme le libre arbitre et sur la conviction que les choix que vous faites vous définissent en tant qu'individu, mais vous rendent également meilleur. Seriez-vous alors toujours aussi prompt à prendre la décision qui vous paraît être la plus juste ? Vous l'aurez compris, nous venons de poser la première pierre de cette trilogie. Il en reste 2 et pour vous les choses ne vont pas aller en s'arrangeant. Et en même temps, je vous avais prévenu en début d'émission. Comme promis, je vais vous poser pour la seconde fois cette question, croyez-vous toujours au libre arbitre ? Bien, j'ai fini de vous torturer pour aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas tous en PLS, parce que nous n'avons fait qu'un tiers du chemin, et croyez-moi, le plus dur est encore à venir. Comme toujours, j'espère que vous ressortirez de cette émission un peu moins nigo que vous n'étiez avant. N'oubliez jamais qu'une bonne réflexion s'accompagne toujours d'une bonne pipe. Moi, je vous dis à dans 15 jours, ciao!